Soyez les bienvenus sur le plateau télé du SFR Café. Et nous allons parler sclérose en plaques avec mon invité, le professeur François Coton. Bonjour professeur. Bonjour. François Coton, vous êtes responsable du pôle imagerie aux Hospices civils de Lyon. Vous êtes le past président de la Société française de neuroradiologie. Et puis vous avez été le président des JFR en 2022. Exactement. Alors soyez le bienvenu sur notre plateau. Professeur, nous allons parler de sclérose en plaques et d'imagerie. On le rappelle, sclérose en plaques, maladie neurodégénérative qui touche le cerveau et la moelle épinière. Oui, enfin une maladie qui est à la fois, alors ça ne touche que le système nerveux central, dont la moelle épinière fait partie, les nerfs optiques, le cerveau, la moelle épinière, mais c'est une maladie inflammatoire, probablement un côté auto-immun, et parfois neurodégénérative, mais avec les nouveaux traitements de moins en moins quand même. Professeur, quelle est la place de l'imagerie dans, on va dire, le diagnostic et le suivi de la sclérose en plaques? On va revenir dans le détail, mais je voudrais que vous nous disiez déjà comment ça se passe au départ. Alors dans l'examen d'imagerie le plus important, c'est ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. C'est une technique qui n'est pas irradiante, ce n'est pas un scanner. Et le patient rentre dans un tunnel. Une IRM, c'est un tunnel avec un aimant. Et il va transmettre son propre signal. Donc là, on s'intéresse au cerveau, à la moelle épinière. Alors c'est sûr que ça peut être un peu, on peut appréhender parfois, parce qu'il ne faut pas être claustrophobe pour entrer dans ce tunnel. Mais c'est une technique, encore une fois, qui n'est pas irradiante et qui va permettre d'explorer le cerveau de façon incroyable. Et qu'est-ce que vous recherchez très précisément ? Alors on va rechercher des anomalies de signal, parce qu'on parle de signal en IRM, c'est des petites taches blanches. On va essayer de les caractériser, de voir si elles sont nombreuses, de les localiser, de voir si c'est compatible, parce que c'est un argument diagnostique avec d'autres, comme la biologie, la clinique. Et puis une fois que le diagnostic est fait, on va pouvoir suivre les patients en essayant de faire toujours la même façon l'IRM. C'est ce qu'on a recommandé au niveau de l'Observatoire français de la sclérose en plaques récemment. Professeur, vous disiez que les techniques ne sont pas irradiantes, parce que c'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Les techniques ne sont pas irradiantes. Tout à fait. Il n'y a pas de rayon X. Ça marche par les aimants, par ce tunnel. Et donc, notre corps a beaucoup d'eau, 70% d'eau. Et c'est les mouvements de l'eau associés à d'autres molécules qui vont donner le contraste en IRM. Quelles sont les recommandations particulières pour le suivi ? Alors, donc, les recommandations sont nationales. L'Observatoire français de la sclérose en plaques, avec un suivi à la fois du cerveau et de la moelle épinière, donc un suivi temporel. Classiquement, on fait une IRM cérébrale par an pour ces patients, avec des séquences, on parle de séquences particulières pour explorer le cerveau, et puis de moins en moins d'injections de produits de contraste, ça c'est important, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, justement, au niveau des produits de contraste, on en viendra tout à l'heure, vous m'expliquerez effectivement ce qu'il y a de neuf et si vous en injectez et moins. Il y a l'intelligence artificielle qui passionne les patients, tout le monde effectivement en parle. Alors, est-ce que vous l'utilisez et comment ? Alors effectivement, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on l'utilise en réalité. On l'utilise en imagerie à différents niveaux. On l'utilise dans les machines IRM elles-mêmes, dans l'acquisition. Et puis on va l'utiliser pour dépister, on va l'utiliser pour caractériser, on va l'utiliser pour prédire. Et dans la sclérose en plaques, se développent de plus en plus d'outils pour détecter ces lésions qui apparaissent dans le cerveau et finalement savoir si on va traiter ou pas les patients. Et ça, on s'en sert de plus en plus au quotidien. Professeur François Coton, je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos de la prédiction. Est-ce qu'une IRM peut prédire la maladie et son évolution ? Alors, ce n'est pas du 100%. La prédiction 100% n'existe pas, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'approche quand même d'une prédiction. On est capable de prédire, en fonction de l'IRM, si le patient va développer une forme plutôt grave ou une forme légère de la maladie. Et ça, c'est important parce que si on est capable de prédire, on est capable de guérir. Et à partir du moment où on sait que l'évolution va être plutôt défavorable, on va traiter avec des traitements importants dès le départ de la maladie. Et quand on parle de poussées, est-ce que ça, c'est ça, vous allez les prédire ? Alors les poussées, on les voit, ça c'est sûr. On est plus fiable d'ailleurs en IRM que la clinique parce qu'il y a beaucoup plus d'activité dans le cerveau que la poussée clinique, qui va être dans une zone particulière du cerveau. Et on a des moyens, on commence à avoir des moyens pour prédire la poussée, mais on n'est pas encore une fois à 100%.
Bon, en tout cas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Concernant justement ces produits de contraste, là encore, j'y reviens. Injectez-vous moins de produits chez les patients selon le degré de la maladie? Concrètement, dites-moi comment ça se passe. Alors, c'est vrai qu'il y a une réflexion parce que le produit de contraste pour l'IRM, c'est le gadolinium. Et le gadolinium est un médicament. Comme tous les médicaments, il faut faire attention à la bonne utilisation des médicaments. Donc, en pratique, on va faire une injection pour le diagnostic de la maladie. Et puis, lorsque l'on va mettre en place un nouveau traitement. Une fois que le traitement est en place, et lorsque l'on fait un suivi annuel en IRM du cerveau, ce n'est plus la peine de faire une injection de produit contraste. 1, ça préserve le capital veineux. 2, ça évite d'avoir ce produit qui se promène dans la nature, je dirais. Donc, et puis, dans une logique aussi éco-responsable, je pense qu'il faut moins injecter. Et ce que l'on a observé au niveau national, on a fait des recommandations dans ce sens-là. Et actuellement, en France, 50% des IRM sont réalisés sans injection. Il y a 10 ans, c'était 100% des IRM qui étaient réalisés avec injection de produit contraste. Professeur François Coton, un mot de la fin. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce que nous avons déjà dit? Bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, mais c'est important, nous, en tant que radiologues, en tout cas, d'harmoniser nos pratiques, d'harmoniser la façon dont on fait les IRM du cerveau et de la moelle épinière pour pouvoir suivre ces patients correctement. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie d'être venu sur notre plateau pour nous donner effectivement des explications sur tout cela. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis depuis le congrès des JFR organisé par la Société française de radiologie.